Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En effet, vous avez vu qu'on est passé du podcast à la chaîne YouTube. Bon, vous déciderez vous-même ce qu'il en est exactement. Aujourd'hui, on a gardé le même principe. On continue avec nos interviews et nos rencontres. On a la chance, cette fois-ci, de rencontrer David Garcia. Plutôt devrais-je dire Maître David Garcia, puisque David est avocat d'affaires. C'est assez rare d'en avoir sur les chaînes YouTube et de pouvoir partager avec eux. Aujourd'hui, on a cette opportunité qui nous est fournie par lui. Il appartient au cabinet Acléa, qui est un cabinet lyonnais et parisien. Et aujourd'hui, il va partager avec nous sa vision du travail, son organisation, les méthodes qu'il utilise. Et on va en savoir un petit peu plus sur son métier, justement, d'avocat d'affaires. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour David. Bonjour. Écoute, merci de te rendre disponible. Bienvenue dans ma chambre, puisqu'effectivement, tout le monde a remarqué que ce studio, c'était ma chambre. Je le répète, je crois, à chaque fois. Mais au moins, il n'y a pas de surprise s'il y a des coussins en désordre, des choses comme ça. Je suppose que toi, tu es chez toi, David? Oui, pareillement. Je suis juste à côté de ma chambre dans mon bureau. Très bien, très bien. Merci avant tout de t'être rendu disponible pour cette interview sur ce format que je propose. Alors, on a la chance de t'avoir. C'est vrai que c'est pas courant de pouvoir partager avec des gens qui font ton métier, hein, puisque tu es avocat d'affaires. Tu vas nous l'expliquer juste après. Je vais te laisser te présenter, justement, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta vie et ce que tu fais. Voilà, je te laisse la parole, David. D'accord. David Garcia, donc du coup, j'ai 38 ans. Je suis père de famille, voilà, avec un enfant et j'exerce la douce et belle profession d'avocat d'affaires depuis maintenant à peu près 9 ans. Voilà. J'ai un 9 parcours. ans, 9 ans, le cabinet est installé à Lyon, c'est ça, et à Paris. On en parlera un petit peu plus en détail après, mais tu es à Lyon, toi. Oui, moi je suis à Lyon, sachant qu'en fait les équipes sont à la fois basées sur Lyon et sur Paris. C'est tout notre volet social qui est basé sur Paris. Mhm. Mais on bouge beaucoup et moi je suis très régulièrement sur Paris. Ok. Alors, je commence par la sacro-sainte question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, quel a été ton parcours scolaire? D'où est-ce que tu viens d'un point de vue des études? Parcours classique, collège et lycée, enseignement général, plutôt dominante scientifique parce que j'ai fait un bac S et je me suis même essayé à la spécialité mathématiques. Donc, j'étais plutôt destiné soit à une carrière d'ingénieur, soit à une carrière d'avocat, celle que j'ai embrassée. Et puis finalement, j'ai tout de suite après le lycée, j'ai intégré la faculté de droit à Lyon. Donc je suis toujours et j'ai fait toutes mes études à Lyon et puis voilà, le cursus est suivi. J'ai euh, j'ai euh, j'ai eu plusieurs masters, deux masters, un en droit plutôt privé et l'autre plutôt axé droit des affaires et fiscalité. Et puis ensuite, j'ai continué mon apprentissage avec un diplôme de juriste et de conseiller d'entreprise pour au final réussir à avoir l'examen d'avocat, Alors, voilà, qui est pas forcément simple. ok. Ce qui est amusant, c'est que tu me dis qu'au départ, tu pars sur une composante scientifique, tu finis par porter ton choix sur le métier d'avocat. Qu'est-ce qui fait que tu as porté ton choix sur le métier d'avocat, justement, plutôt que d'ingénieur, par exemple? Alors, j'avais un bon dossier scolaire, mais j'avais pas un très bon dossier, on va dire, sur le plan, général, parce que j'étais un élève qui travaillait bien, mais j'étais pas forcément, en adéquation avec tout ce qu'il fallait pour être tout ce qu'il fallait avoir, en tout cas, pour intégrer une classe préparatoire Ok. de maths sup, maths spé. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai plutôt fait une carrière, enfin en tout cas un parcours scientifique, parce que c'était celui qui allait me permettre d'avoir le plus d'opportunités Bien possible en sûr. sortant du lycée. Et aujourd'hui, même dans mon métier, j'ai souvent cette approche-là, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire qui me permette ou qui permette plus précisément à mes clients d'avoir un maximum d'opportunités sur leur choix. Ok. Alors, tu es avocat associé pour le cabinet Acléa. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cabinet? C'est un cabinet d'avocats droit des affaires spécialisé en conseil, c'est-à-dire qu'on fait principalement du conseil et du contentieux lié aux clients qu'on accompagne en conseil. Mhm. On ne fait pas de droit pénal des affaires, on ne fait pas d'entreprise en difficulté, ce n'est pas notre cœur de métier, on ne sait pas faire, il y a des vrais professionnels pour ça. Nous, notre savoir-faire s'articule autour d'entrepreneurs. Voilà. Et ce D'accord. qu'on accompagne ne sont pas des entreprises, ce sont véritablement des entrepreneurs. Donc, ça va euh, du début d'une structure jusqu'à éventuellement la cession de cette structure. Et on est en capacité de les accompagner sur tout ce qui peut les intéresser, à savoir à la fois du droit social, du droit des contrats, de tout ce qui touche aux marques,
tout ce qui touche au droit des sociétés, on y reviendra, la fiscalité entreprise, à la fois en conseil, à la fois, encore une fois, en contentieux, mais du contentieux accessoire. D'accord. Euh, et on est un cabinet pluridisciplinaire, ce qui fait que nos clients peuvent venir nous voir, que ce soit à la fois sur Lyon et sur Paris, parce que c'est l'axe nord-sud, mais on intervient dans toute la France, et on intervient même à l'international, puisqu'on fait partie d'un réseau international d'avocats, où on est le cabinet référent en France. Et nos clients peuvent venir nous voir pour toute problématique qu'ils ont un interlocuteur. Alors, ce qui est assez intéressant, parce que moi je l'ai découvert un petit peu sur le tard, bizarrement, c'est que les cabinets d'avocats d'affaires, comme tu l'as très bien expliqué, ne sont pas forcément orientés contentieux, mais beaucoup plus conseil, accompagnement. On se fait peut-être pas toujours, et là je dis ça pour les auditeurs qui entendent pour la première fois échanger avec un avocat d'affaires, on ne se fait pas toujours l'idée de l'accompagnement. Quand on a avocat dans la tête, c'est vrai qu'on pense vachement contentieux, etc. Et en réalité, ce que tu nous expliques, c'est que vous, votre spécialité, c'est l'accompagnement et le conseil, hein, c'est bien ça. Exactement. C'est tout l'inverse de la représentation qu'on peut voir dans tout ce qui est représentation télévisuelle. Euh, les avocats ont une robe, les avocats sont plaidants, ou les avocats gagnent énormément d'argent. Et ce n'est pas forcément la représentation du tout de la profession. Notre travail à nous, j'ai mis dans ma carrière 3 fois la robe d'avocat. D'accord. Il nous arrive de la mettre quand le client a besoin qu'on soit présent à une audience contentieuse, et parce que c'est rassurant, parce qu'on l'accompagne depuis des années, donc ça le rassure qu'on y soit, mais c'est absolument pas mon métier. Et mon métier est principalement de l'accompagnement et du conseil, et de mettre en place des schémas juridiques, fiscaux ou contractuels qui permettent de servir son activité. C'est d'ailleurs ce qui est passionnant, parce qu'on n'est que entre guillemets, dans du positif sur le plan Bien humain. sûr, bien sûr. Même s'il y a des coups durs dans toutes les entreprises, on est véritablement un des accompagnateurs de l'entrepreneur. Alors, je me pose une question, alors probablement ne l'as-tu jamais calculé, ou peut-être oui. Est-ce que tu as une idée du nombre d'entreprises que tu as accompagnées ou que tu as en consultation, de manière à ce que nos auditeurs puissent se faire une idée du nombre de business que tu as déjà vu évoluer? Je ne sais pas, ça doit être en centaines, non? Alors, nous, on n'est pas sur une culture de la masse. Voilà, c'est comme tout, une entreprise, c'est une entreprise du droit. Il y a des cabinets qui sont plutôt spécialisés sur le volume. Mhm. Nous, on est plutôt spécialisés sur l'humain, j'ai envie de dire. Donc, on a limité autant que faire se peut notre accompagnement en termes de volume. Moi, je dois avoir à peu près, si je parle en termes de société, 200 sociétés que je suis. D'accord. Ces 200 sociétés représentent même pas 40 entrepreneurs. D'accord, ok. Ok, donc vous faites Parce vraiment. qu'à un moment donné, on peut pas avoir des journées de 24 heures, et on a besoin d'être présent au quotidien. On va parler du rythme de travail justement après. Alors, pour en revenir à toi, David, quelle est ta fonction précise déjà en tant qu'avocat d'affaires? À quoi ça sert précisément? Là, tu nous l'as très bien introduit. Tu nous as parlé d'expertise, de conseil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un point de vue général en tant qu'avocat d'affaires? On est de plus en plus sollicité. En fait, notre métier, quand on s'intéresse à nos clients, quand on s'intéresse à l'activité de nos clients, nous pousse à ne pas faire du droit, nous pousse à accompagner l'entrepreneur par le droit, ce qui est D'accord. totalement différent de l'approche. Donc, quand j'ai un client qui est dans le domaine de l'optique, quand j'ai un client qui est dans le domaine de l'automobile, et quand j'ai un client ensuite qui est dans le domaine de l'ingénierie, ce qui est intéressant pour un avocat, c'est de connaître précisément ce qu'il fait, comment il le fait, avec qui il le fait. Et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que nos clients, c'est eux qui pilotent. Nous, on n'est que des copilotes pour partie. Donc, on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, on crée, on acquiert un savoir-faire, une culture économique, une culture business significative. Et ça, avec tout le respect de la confidentialité qu'on doit garder, on devient en fait une sorte d'éponge à des projets qui fonctionnent et des projets qui ne fonctionnent pas, et on peut insuffler, en tout cas donner notre point de vue à des entrepreneurs. Donc, ils nous sollicitent, parce qu'il y en a qui l'ont bien compris, ils nous sollicitent de plus en plus sur des pilotages qui soient notamment stratégiques dans leurs activités. Et moi je fais partie de plusieurs comités stratégiques au sein de groupes, de sociétés, où j'appelle à la fois un point de vue technique, juridique, c'est qu'est-ce qu'on est en capacité de faire ou de ne pas faire, quels sont les risques en matière de droit des CP ou en matière Mhm. fiscale, mais surtout, quelle est notre sensibilité business. Et c'est cette relation-là, à un moment donné, qui crée un lien de confiance fort avec le client, et qui est, à mon avis, même la principale qualité que doit avoir un avocat aujourd'hui auprès de ses clients.
Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on en a déjà discuté au préalable, c'est que tu m'as expliqué qu'il existe des structures et des circonstances où l'avocat d'affaires accompagnant ou le cabinet ou un avocat d'affaires peut siéger à un conseil d'administration, à un conseil stratégique, comme tu viens de nous l'expliquer. Ça existe, ça. On peut Ça existe. avoir un avocat qui siège en interne à notre conseil d'administration. Ce sont souvent ce qu'on appelle des organes ad hoc, c'est qui ne sont pas véritablement des organes de direction, Mhm, au sens strict du terme. On n'est pas dirigeant de société parce qu'il ne faut mhm, pas mélanger le genre. Mais en tout cas, oui, on est attaché à des organismes ou à des comités ou des conseils, peu importe comment on les appelle, qui sont là pour aider l'entrepreneur. Il y a rien, je pense que c'est peut-être le métier le plus solitaire, à part le métier de marin. ouais, Le métier d'entrepreneur, c'est un métier où on est seul. On doit prendre des décisions seul. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Et donc, parfois, il a besoin, non pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire et qu'il ne doit pas faire parce qu'il sait ce qu'il a à faire, mais qu'il a besoin d'entendre des points de vue. Donc, il y a l'expert comptable, des fois le commissaire aux comptes, des mhm. tierces personnes qui sont dans le même domaine d'activité, parfois l'avocat, des fois on n'y est pas, il y a plein de conseils où nous n'y sommes pas. Il y a beaucoup de conseils, on est de plus en plus sollicité sur ces sujets. Et comme tu me le disais également, la taille de tes clients, c'est-à-dire tu peux démarrer d'un entrepreneur très modeste jusqu'à la multinationale, c'est ce que tu m'expliquais la première fois qu'on s'est parlé. Oui, alors ça, c'est une spécificité de notre cabinet. Il D'accord? y en a plein qui sont comme ça. C'est qu'on n'a pas voulu se couper d'une frange d'entrepreneurs. Pour accompagner l'entrepreneur, il faut être capable de l'accompagner du début jusqu'à la fin. Et pour ça, il faut être en capacité d'accompagner des sociétés qui sont cotées ou des sociétés qui ont des grosses valorisations avec beaucoup de personnel, mais aussi d'accompagner le tout petit. Parce que le tout petit, peut-être un jour, qui deviendra gros. Et Mhm. quand le gros a des difficultés, il faut se rappeler quelles étaient les problématiques du petit. Parce que c'est comme ça qu'on est de bons conseils. Donc au cabinet, nous, on a cette volonté encore persistante de continuer à accompagner le petit et le gros. Et on a une très belle histoire que je t'avais racontée. Comme nos tout petits, il y a 10 ans, aujourd'hui, est une société qui pèse presque 2 milliards maintenant de valorisation et qui nous a accompagnés à faire la plus grosse opération financière en France, alors que nous sommes un petit cabinet français. Mhm. Mhm. Très intéressant en fait de garder cette mixité de clients justement pour s'enrichir des deux parties et pour les accompagner du début à la fin. Mm. C'est assez passionnant. Alors, toi, tu es donc avocat au sein de ton cabinet, mais tu as la particularité, alors malgré, et j'ai le droit de le dire, malgré ton jeune âge, tu es également associé de ce cabinet. Alors, explique-nous exactement ce que c'est qu'être associé d'un cabinet d'avocats. Alors, c'est déjà beaucoup plus de responsabilités que collaborateur, parce on a un poids sur les épaules, puisqu'on doit être en capacité de pouvoir manager les équipes, mais surtout de, de trouver et d'avoir de la capacité de leur donner du travail. Mhm, mhm, Et puis, ça s'accompagne aussi de plein de sujets administratifs qu'on n'avait pas à gérer quand on est simplement collaborateur libéral. Où le travail, c'est de faire de servir nos clients et de faire que servir nos clients sur le volet technique. Là, on a plusieurs casquettes. Alors, c'est à la fois beaucoup plus de travail, mais en même temps, ça devient passionnant parce qu'on a des réflexions. On devient véritablement, pour moi, à ce moment-là, un entrepreneur. d'accord. Parce qu'on a à gérer le quotidien de nos clients, comme tous les entrepreneurs. Et en plus de ça, on a à gérer tout ce qui est au-delà de l'entreprise, mais qui est fondamental pour qu'on puisse à un moment donné faire notre métier. Bien sûr. Donc c'est comme tout, hein, on passe des paliers, à un moment donné on boit un peu la tasse parce qu'on ne sait pas toujours tout bien faire et puis il faut l'apprendre, on a tous Bien à sûr. apprendre. Et après, une fois qu'on commence à prendre un peu d'épaisseur, eh ben, on progresse, on a toujours à progresser. Euh, mais voilà, véritablement, ça amène aussi euh, du crédit, puisque quand on est associé à un cabinet d'avocat d'affaires, nos clients se disent que déjà c'est un gage de compétence et c'est un Mhm, gage de professionnalisme, sinon on n'est pas associé. bien Et sûr. donc du coup, ça ouvre certaines portes, mais ça permet de favoriser certaines relations avec des clients. Je Voilà. comprends. Je comprends. Au total, le cabinet compte combien de personnes à peu près au total? On est une soixantaine Ok. au total, une vingtaine à peu près sur Paris, une quarantaine environ sur Lyon, et on est 9 associés au total. Donc vous travaillez, tu m'expliquais, entre Lyon et Paris. La semaine type, en fait, parce que là, je vois qu'il y a donc les deux entités. Je suis curieux déjà de connaître la semaine type d'un avocat d'affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule? Beaucoup de rendez-vous.
qu'il soit physique, en téléconférence ou en visioconférence, parce on est très sollicité par nos clients, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler. On ne peut pas être que derrière un bureau et faire ce qu'on a à faire. Il faut qu'il y ait du contact, même s'il n'est pas physique. Donc déjà, ça anime, on va dire, une bonne partie de notre temps. J'imagine. Ensuite, le reste de la journée est aussi, ou le reste des semaines est beaucoup animé par l'animation des équipes, le fait de leur donner du travail, de contrôler ce qu'ils font, euh, de s'assurer que ça soit bien fait, de s'assurer que ça soit en temps en heure, de prendre en considération toutes les contraintes de nos clients en termes de temps et de réactivité. Donc ça, c'est manager, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, la production. Puis il y a tout ce qui est lié au savoir-faire. Oui, ce matin, on a fait une réunion technique de 2 heures pour savoir comment est-ce que dans le cadre de la période du Covid, on allait traiter tout ce qui était assemblée générale de grands groupes, et notamment sur la matérialisation du vote en assemblée. Comment on fait, quels sont les outils qu'on met en place. Donc on est en train de prédéfinir quelque chose. On fait un travail de fond sur la signature électronique pour s'assurer qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi. Mhm. Donc il y a un gros travail, si je peux appeler, de veille juridique, de veille technique, de R&D pour faire simple, si on pourrait même qualifier ça comme ça, qui prend une grosse partie de notre temps parce que nous sommes des techniciens. Notre travail, c'est d'être technique. Après, qu'on ait une éminente business, c'est très important, mais à la fin, on peut être le meilleur businessman du monde, si on est le pire avocat techniquement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a ce travail-là, et puis ensuite, il y a tout le travail de la relation et des relations particulières qu'on a avec nos clients qui peut amener à des deals. Et nous, notamment, on a quand même toutes les semaines à peu près des rendez-vous de signature pour finaliser des opérations. Donc, on a 1 ou 2 rendez-vous de signature par semaine, qui soient petits ou qui soient gros. Et enfin, toutes les tâches administratives qui se font bien souvent le soir, ou tard le soir, ou très tôt le matin, ou le week-end. Alors, si les auditeurs ont été attentifs, justement, j'avais été impressionné quand on a fait connaissance sur le volume de travail qui peut être empilé par quelqu'un comme toi. Allez, question qui tue, une journée d'avocat d'affaires, ça dure combien d'heures de travail en fait? En principe, ça commence véritablement à 8 heures. Ça peut commencer un peu plus tôt et ça ne se termine pas avant 22 heures, 23 heures. Voilà. Ok. Et ça, c'est rythme classique, ça. Un rythme Ça, c'est classique. le rythme classique. Il y a des moments où on a un peu plus de temps pour soi, mais on ne fait pas moins de 12 heures dans la journée. Hmm. Alors, ce qui est intéressant en plus, puisque on a également continué d'échanger en cette période si particulière, c'est que j'ai le sentiment que depuis que tu es confiné chez toi, le temps de travail a encore augmenté. Il n'y a pas eu de relâche du tout dans cette période-là, n'est-ce pas? Non, absolument pas, oui. Alors, pour plein de raisons, parce que, premièrement, on manque de contact physique avec nos équipes. C'est tellement plus simple quand on a un dossier de se faire une réunion physique, de parcourir les points plutôt que de faire un call ou de s'échanger par mail des instructions ou des prérogatives ou des directives quelles qu'elles soient. Mhm. Donc, en fait, on a de la déperdition du temps en étant confiné, en étant chacun isolé. Ça, c'est le premier D'accord. point. Le deuxième point, c'est qu'on a été, encore une fois, on est très présent pour nos clients. C'est pour ça qu'on fait des grosses journées. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes clients. Pas forcément pour parler de droit, pas forcément pour parler de business, mais juste pour être là et leur demander vous faites comment et qu'est-ce que vous avez prévu, comment ça va en termes de trésorerie, vous avez des mécanismes de financement qui sont alternatifs qui ont été mis en place, vos salariés, enfin voilà, donc vraiment être très présent. Et puis on a un autre volet, c'est on y reviendra, mais moi j'interviens beaucoup en opération de croissance, donc acquisition, cession ou levée de fonds. Mhm. Et on avait des dossiers de levée de fonds, entre guillemets, qui étaient en cours. Et il a fallu qu'on les boucle rapidement parce que nos clients nous ont dit on a une crainte que les dossiers s'arrêtent et on a besoin D'accord. de cette de projet. Donc, on a redoublé d'efforts. Donc vous, c'est Euh, carrément, vous êtes en phase d'accélération en réalité en cette période-là. C'est-à-dire il faut se dépêcher, on il a faut vite accéléré. boucler. Ok. On a énormément accéléré. Ok, ok. Est-ce que, alors, c'est intéressant aussi parce que cette approche-là, je ne sais pas s'il y a des très très connus des auditeurs. Tu nous disais qu'il était très important que tu rencontres les gens. Et puisque nous avons également travaillé ensemble, j'avais été surpris par la nécessité de la rencontre physique et de sortir on va dire, du mythe de l'avocat qui ne fait que te parler au téléphone en chronométrant son temps, etc. Toi, ce n'est pas du tout l'approche ni la tienne, ni celle du cabinet Acléa. Vous, vous aimez être au contact de vos clients en vrai, c'est ça? Oui. Ben, c'est en lien avec l'investissement qu'on a. C'est-à-dire que euh, la relation avec un client, pour moi, elle est primordiale. On n'est pas des avocats de deal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des opérations one-shot.
qui sont forcément, de manière naturelle, les plus rentables, hein. Mmh. Et nous, ce n'est pas notre culture. Notre culture, c'est on va accompagner des clients sur la durée. Donc, si ça nécessite un effort sur le temps personnel, un effort parfois sur les même financier, parce qu'on on fait cet effort-là aussi quand ça nous est demandé, heu, on le fait. Et donc ça passe nécessairement par un bon ressenti, par le fait qu'on ait envie de travailler avec quelqu'un parce que son projet nous intéresse, que la personne en tant que telle nous intéresse. On n'est pas les juges, mais c'est simplement qu'il y ait cette sensation de vouloir faire avec. Et il faut que ça soit aussi réciproque, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qu'on rencontre, si ça ne fit pas, si vous n'êtes pas, vous n'êtes si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette dimension-là de partenariat, ça veut dire qu'on n'est pas forcément le bon interlocuteur. Une fois qu'on sait qu'on a ça et que ça match, on trouve toujours les solutions de travailler ensemble. Et c'est ça pour nous qu'on met en avant. Parce que si moi je travaille jusqu'à 23 heures, je le fais pour un client que j'estime. Je ne peux Bien pas le sûr. faire pour quelqu'un avec qui j'ai pas envie de travailler. Donc, l'humain est très, très présent dans votre chaîne de prise de décision, dans votre manière de travailler, etc. Et justement, alors c'est intéressant parce que j'allais te poser la question de comment est-ce que tu t'organises en cette période un peu particulière pour continuer de garder le contact avec tes clients. Tu m'as dit que tu les as appelés déjà pour prendre des nouvelles et pour leur donner de l'information de manière spontanée, c'est ça? Oui, ouais, on les a beaucoup appelés. Les premiers jours, c'est-à-dire la semaine qui a suivi celle du 15 mars et déjà Mhm. la fin de la semaine, on a passé énormément de temps, toutes les équipes à Claire ont passé énormément de temps à discuter avec leurs clients et moi principalement avec les miens. Des fois, ça peut être, c'était des vrais échanges téléphoniques. Des fois, c'est simplement un texto en disant aux clients: «Écoutez, on est là si vous avez besoin de quoi que ce soit, on se tient à votre disposition». Là, on n'est pas dans le temps de la relation professionnelle et même de l'économie pour nous, de se dire combien ça va coûter, ce que ça va pas coûter. C'est un moment de crise. On a besoin d'être là pour nos clients, il faut qu'on soit là pour eux. Peu importe, ce que ça va générer ou pas générer pour nous, c'est juste être présent. C'est C'est super, fondamental. Ne pas l'être, c'est une dépendance humaine pour nous. c'est super intéressant puisque là, j'en suis à quand même à enchaîner pas mal d'interviews de gens qui ont des vraies réussites dans leur domaine d'activité. Et en cette période-là, tout le monde me répète absolument la même chose, c'est garder un contact désintéressé et une présence auprès de vos clients de manière très naturelle, avec le téléphone, avec des SMS. Et c'est ça qui est intéressant de voir que ça se transpose, et vous verrez avec les épisodes avec les commerciaux avec lesquels j'ai pu échanger, mais également dans des métiers comme ceux d'avocat d'affaires, de garder au maximum le contact avec vos clients pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ça se passe, pour donner du conseil gratuit. Et je suis vraiment, vraiment sensible au fait que ça intervienne dans tous les domaines d'activité. Alors, tu as une riche expérience, David, puisque 9 ans, c'est quand même une belle expérience. Est-ce que dans ton parcours, il y a une réussite en particulier qui t'a beaucoup, beaucoup marqué? Vraiment, la coupe sur la cheminée, tu peux nous la raconter, cette réussite? J'ai un exemple avec un homme remarquable qu'on a rencontré, qui nous a sollicité. C'était pas un client de cabinet. C'est quelqu'un qui a eu connaissance de notre expérience en matière de cession d'entreprise et qui nous a consultés pour savoir si on pouvait, l'accompagner. Vraiment, on parlait de plan humain, très, très belle personne. Voilà, Mhm. un garçon, un homme brillant, mais vraiment brillant, qui allait très, très vite dans sa tête et qui, nous a demandé donc on l'accompagne. On l'a accompagné et il a eu cette relation de confiance avec nous. Il nous a dit: «Vous avez carte blanche. Moi, vous savez ce que je veux, il y a des entreprises qui sont intéressées pour me racheter et vous avez carte blanche pour négocier au mieux par rapport à ce que moi je souhaite». Donc c'est une grosse pression. En même temps, c'est très excitant quand on est avocat Énorme parce qu'il n'y a challenge. rien de plus beau qu'un client qui vous dit: «Vous avez toute ma confiance», surtout quand il ne vous connaît pas. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, avait un peu d'épaisseur et qui savait apprécier et à qui il pouvait faire confiance ou pas. Oui, parce que là, c'est l'équivalent Donc de dire, je vous donne les clés, faites comme si la société était la vôtre. exactement. C'est comme ça que nous on l'a pris, Mhm. heu et dans le cadre des négociations qu'on a menées, c'est-à-dire que la présélection des acheteurs et puis ensuite, on a amené les acheteurs à faire les offres, et puis ensuite on a négocié les actes, on a réussi à ce que cette personne gagne bien plus que ce qu'elle avait, que ce qu'elle escomptait en tout cas, et on lui a fait gagner plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il n'avait pas envisagé. Donc il nous a remerciés. Il a même eu un geste très classe à notre endroit, c'est qu'il a majoré automatiquement nos honoraires. Ah, ok.
ce qui est assez Ah oui, rare. c'est assez rare, ça, oui. Il est assez rare. Et la plus belle des confiances, parce que c'est sans doute celle-là, c'est que son fils, elle faisait des études de droit et qu'il m'a demandé que j'accompagne son fils dans son cursus en termes de stage en lui disant, il est jeune, il a été très bon sur mon dossier, David, j'aimerais que vous me formiez. Waouh. Wow. C'est génial en plus de pouvoir isoler en fait une réussite qui à la fois combine bon, une réussite professionnelle, financière et humaine, parce que c'est vrai que de confier son propre fils à quelqu'un en lui disant bah, écoute, tu vas apprendre des choses parce que ce monsieur-là, il est brillant. Ouais, je mesure le fait que ça puisse marquer dans une carrière professionnelle. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu expliques, c'est que à chaque fois, j'ai le sentiment que vous, en tant qu'avocat d'affaires, vous pénétrez l'entreprise comme si c'était la vôtre. Vous essayez d'en saisir au maximum les enjeux pour pouvoir négocier au mieux pour elle, hein. C'est ça le but. C'est un équilibre qui est difficile à trouver parce que il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid, Mhm. de considération et d'empathie pour ses clients. Ouais. Donc, les enjeux qui sont parfois, qui très souvent sont significatifs pour nos clients, il faut les intégrer, Mhm. mais il ne faut pas qu'ils nous polluent. Bien sûr, bien sûr. Et c'est cet équilibre-là qui est compliqué à trouver parce que parfois le sang-froid est considéré comme une froideur, tout simplement par le client. Qui dit, mais Mhm. ça n'importe peu finalement ce qui m'arrive. Alors qu'en fait, on essaye de prendre en considération ça. Il faut le prendre, sinon on a un mauvais conseil. Mais en même temps, il faut rester à sang-froid, sinon on est aussi un mauvais conseil pour lui proposer, lui amener aux meilleures solutions. Après, c'est lui qui décide. Donc toi, d'un point de vue méthode théorique, dirais-je, dans ton travail quotidien, il y a beaucoup de méthodologies autour de la gestion du stress, c'est ça? Oui. Et un bon avocat est un avocat qui gère son stress, Et qui gère celui de comme son client aussi, sûrement. il gère ensuite celui de son client. C'est pas toujours simple parce qu'il faut apprendre à. C'est une relation, hein, c'est comme un couple, entre Mhm. guillemets. Donc, avec un couple, dans un couple, parfois, on n'est pas toujours d'accord. Sûr. Mais l'essentiel, c'est que si on a envie de rester ensemble, on reste toujours ensemble. Ouais. Donc, c'est cette gestion du stress qui est vraiment la plus compliquée. Et je vois, ça c'est qu'un avis personnel qui n'est pas toujours partagé, mais je vois véritablement la différence entre des avocats qui ont fait du sport ou qui font du sport, y compris en compétition, et des avocats qui n'ont pas fait de sport. Ou des avocats qui n'ont pas eu, je parle du sport, mais ça pourrait être la musique avec des enjeux, voilà, avec vraiment des représentations, des choses qui fait qu'on était confronté à un événement stressant et qu'on est en capacité de gérer son stress pour ne pas perdre ses moyens. Et ça, je vois dans la gestion des dossiers ou la gestion du stress par certains collaborateurs, ceux qui ont fait du sport et ceux qui ne l'ont pas fait. Celui qui a fait du sport, quand on siffle le début On va en parler. En plus du sport, tu connais l'ADN de EOS. On va en parler. C'est intéressant, effectivement, ce côté très, très humain. Je reviens lourdement dessus pour les auditeurs parce qu'il y a le côté très technique de l'avocat et puis on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une part humaine qui est énorme. On a parlé de gestion du stress, on a parlé de comprendre les enjeux, on a parlé d'empathie, on a parlé de confiance, on a parlé de loyauté, on a parlé de couple. Toutes ces choses-là qui font de la fonction d'avocat d'affaires, comme vous êtes en train peut-être pour certains de la découvrir, une relation avant tout humaine. Maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, David, au quotidien, quels sont les outils qu'un avocat comme toi utilise le plus? Vraiment, je parle d'outils, ça peut être un iPhone, ça peut être un papier, un stylo. Qu'est-ce que toi, tu utilises pour travailler tous les jours? Je n'ai pas besoin de grand-chose. J'ai besoin d'un stylo, d'un carnet de notes, vous voyez, qui est juste là. Ok, Et je note à l'ancienne et je garde tous mes carnets de notes. Ça veut donc dire que ok, ça, tu archives tous tes carnets de notes. j'archive toutes mes carnets de notes avec des dates, ce qui me permet d'avoir. Le cerveau est un muscle, donc on le fait travailler, donc on se rappelle de beaucoup de choses et on se rend compte que la mémoire est extensive à, je ne sais pas quelle limite elle a d'ailleurs, mais j'ai quand même les carnets de notes, ça me permet d'aller reprendre certaines choses que j'ai oubliées, ça me sert très souvent. Donc ça, c'est le format papier, c'est le seul d'ailleurs que j'ai. Et ensuite, j'ai besoin d'un ordinateur, qui soit portable ou fixe, mon téléphone, et de bases de données juridiques, parce D'accord. on reste technique, donc j'ai besoin d'un code de commerce et j'ai besoin de bases de données pour aller chasser, trouver des infos, des évolutions législatives et toujours être à la pointe.
Ok, donc pour qu'on comprenne mieux, nous qui ne connaissons pas du tout le métier, il existe des grandes bases de données dans lesquelles vous allez piocher pour faire de la recherche, etc. Des bases de données, comme tu l'as si bien dit, techniques, auxquelles tu accèdes toute la journée en fait. Exactement. C'est un réel investissement pour le cabinet. C'est un très gros poste pour nous. D'accord. Et on a vraiment mis le paquet sur ce volet-là parce qu'on a besoin et qu'on reste des experts et qu'il faut qu'on soit dans l'excellence sur les techniques. Ok. Quelles sont selon toi les trois qualités principales d'un bon avocat d'affaires? Euh, il faut déjà être calme. Enfin, quand je dis calme, c'est réfléchi. Voilà, il faut être quelqu'un de posé. Mhm. Et je vous dis ça alors que je ne suis pas de nature calme normalement. Mais j'ai appris à devenir calme et j'ai appris à devenir posé. J'expliquais à un client l'autre jour qui me disait que j'étais plutôt sanguin normalement Mhm. et qui me trouvait extrêmement calme dans une situation très tendue qu'il avait sur un deal. Voilà. C'est notre job. On doit prendre sur nous pour rassurer nos clients et faire en sorte que nos clients soient posés. Première qualité, calme et réfléchi. C'est la même chose. Excellent techniquement. Si on n'est pas D'accord. bon techniquement, c'est la base. On ne peut pas être un bon avocat. Et celle qu'on évoquait, c'est le sens du business. Il faut s'intéresser au business du client. Bien sûr. C'est intéressant aussi de revenir sur l'excellence technique. On a l'impression des fois que, alors c'est dans l'imagerie populaire, hein, que le bon avocat, c'est les longues phrases, c'est celui qui parlera le mieux, celui qui va effectivement peut-être plaider le mieux, mais en réalité, tu es en train de bien, bien confirmer que l'excellence technique est obligatoire. Oui, elle est fondamentale parce qu'on peut faire tous les plus beaux discours du monde. À un moment donné, on a des entrepreneurs en face de nous ou des administrations quand on a un contrôle fiscal qui, eux, sont et savent et comprennent rapidement quand on joue un jeu mais qu'on n'a pas de fond. Mm. Mm. Et vous pouvez vous permettre après de faire des effets de manche, mais si vous n'avez pas de fond, ça ne sert à rien. Ok. Et le sens du business, c'est ce que tu lui disais. Bon, on a compris que tu l'avais de manière plus. Mais effectivement, en tant qu'à conseiller des gens, oui, bien évidemment, avoir le sens du business. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux auditeurs pour réussir dans ton métier? Il faut s'intéresser aux entrepreneurs qu'on accompagne. D'accord. Il faut les comprendre. Et ensuite, il faut travailler très, très dur pour être excellent techniquement. Mhm. Travailler très très dur, c'est quelque chose que toi tu as vécu des jours, des nuits, et ça continue hein, quand j'explique, pour les auditeurs également, hein, je vous dis, j'ai fait la connaissance de David il y a cela quelques temps. C'est quelqu'un que je vois travailler en permanence et qui m'a toujours expliqué qu'avant c'était encore pire, mais que de toute façon ça pourrait revenir encore et toujours. Donc le travail, c'est une des valeurs et un des conseils que tu donnes principalement. Oui, après, je suis pas à plaindre. Hein. Je fais ça parce que c'est une passion et Mhm, que bien j'adore sûr. mon métier. Mais oui, c'est un métier qui est lourd techniquement et on ne peut pas tout savoir. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est cultiver des réflexes et s'intéresser et avoir une culture juridique très vaste et très fine. Donc, pour ça, il y a pas de. Vu que nos journées sont déjà très denses, Mhm. si on ne se pose pas pour faire du technique, déjà le métier devient inintéressant parce qu'on n'est plus innovant et qu'il y a l'innovation dans la technique juridique. Et que oui, moi j'ai beaucoup travaillé très jeune parce que j'ai voulu gagner très rapidement en autonomie pour être de plus en plus autonome avec mes clients. Donc j'ai compris que pour être autonome avec mes clients et avoir mes propres clients, il fallait que je sois bon techniquement. Donc j'ai travaillé 2 fois plus que les autres. Et c'est ce qui fait que j'ai eu 2 fois plus de clients rapidement que les autres. Alors, tu as évoqué le sujet tout à l'heure de manière très naturelle et spontanée. Euh, Tu fais du sport? J'ai le sentiment que oui. Est-ce que tu me confirmes? Tu fais du sport, n'est-ce pas, David? J'essaye d'en faire. Tu essayes. Ok. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je pratique un tout petit peu la course à pied. Quand je dis un tout petit peu, c'est que je suis pas très intelligent sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand j'ai le temps, j'en fais beaucoup d'un coup et puis après, j'arrête tout d'un coup. Donc, je suis le pire des sportifs pour un médecin. Mais oui, je fais de la course à pied parce que c'est le sport qui est le plus adapté à notre rythme de vie. On peut en faire tout le temps et partout. Qu'on soit en vacances, en train de travailler, en déplacement professionnel, on peut faire de la course à pied. On peut être que seul, on peut être seul, donc il n'y a pas de sujet. Et puis, Il y a eu un passage rugby aussi, si je ne me trompe pas, hein. oui, j'ai fait plus jeune du rugby, j'ai fait aussi du judo. J'ai fait Mhm. beaucoup de judo jusqu'à mes 16 ans et ensuite j'ai fait beaucoup de rugby de mes 14 jusqu'à
mes 20 ans, voilà. Même avec une interrogation d'essayer de tenter ma chance à un moment D'accord. donné, en Mhm. parlant. Mais j'étais déjà très impliqué dans les études. Donc, encore une fois, vous savez, le choix que j'évoquais, c'est qu'est-ce qui me donnera le plus de possibilités. Est-ce que c'est d'aller jouer au rugby? Non, parce que si ça ne marche pas, c'est fini. Ou est-ce que ça sera de faire des études? Et du coup, les études me permettaient d'avoir plus d'opportunités. Donc, voilà. D'un point de vue très général, dans ton travail, qu'est-ce que le sport t'apporte en fait? Par exemple, quand tu cours, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors déjà, ça permet de se décharger parce qu'on prend tout ce stress, hein, et le stress de nos clients, notre stress à nous. Euh, le monde moderne est très stressant, Mhm. et d'autant plus aussi pour les hommes, peut-être plus pour les femmes encore, mais pour les hommes aussi. Donc ça m'apporte une forme ouais, d'anti-stress, c'est-à-dire que ça me permet de me décharger. Et puis j'ai tendance à pas mal réfléchir pendant que je cours aussi, donc sur des sujets sur lesquels j'ai pas le temps de réfléchir. Donc ça me vide un peu la tête, bizarrement, alors que je Mhm. réfléchis. Ça me vide l'esprit, voilà, ça me fait du bien, en tout cas. Ok, bon, c'est déjà se faire du bien, c'est redondant hein, dans les interviewés qu'on a, l'idée de se faire du bien, de décharger le stress, etc. Beaucoup, et comme tu le disais, hein, beaucoup de courses à pied, parce que c'est ce qui est le plus facile à pratiquer quand on travaille beaucoup. Vous verrez dans les autres épisodes, on va interviewer également des sportifs de haut niveau qui auront certainement une approche, mais qui reviennent en général à la course à pied quand il s'agit d'entretenir leur physique après leur carrière, et c'est intéressant. Quand on a préparé l'interview, je t'ai demandé, David, si effectivement il y aurait une lecture que tu pourrais nous conseiller. Et je trouve que ta réponse, elle est tellement géniale. Est-ce que tu as une lecture? Est-ce que tu lis? En fait, la question était bête au départ. Est-ce que tu lis quelque chose en particulier? Et j'aimerais que tu nous adresses la réponse parce que je l'ai trouvée juste excellente, la réponse. Donc, est-ce que tu lis, David? Alors, je lis toute la journée déjà. Des ouvrages, je lis toute la journée des contrats, je lis toute la journée des protocoles d'acquisition, des protocoles de cession, je lis toute la journée des livres sur le droit. Donc, quand je suis au repos, je lis pas, je ne C'est lis rien. génial. C'est génial. C'est génial. Et est-ce que si on doit avoir un code de quelque chose à la maison, un code, c'est lequel qu'il faut avoir à la maison, en fait? C'est vrai, c'est la question, elle est bizarre, mais je me suis toujours Alors, posé la question de savoir. Bon, j'ai une femme qui est juriste, donc on en a deux ou trois, mais celui qu'on devrait tous avoir à la maison, c'est lequel, en fait? avoir un code moderne aujourd'hui, c'est tellement illisible en pratique parce qu'il y a beaucoup trop d'articles et que voilà, il faut avoir fait quelques années de droit avant de tout comprendre. Mhm. Mais en revanche, avoir un code civil de 1804 qui est, on va dire, l'année de sortie du code civil napoléonien. Je vous invite à parcourir quelques pages d'un code civil de 1804 ou 1810 ou autre. C'est assez étonnant sur les mœurs. Il y a de quoi faire pas mal de Il posts y a Instagram avec, c'est ça? exactement, vous y lirez des choses qui sont hallucinantes. Ok, ok. Bah, écoute, on prend note. Pour finir, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, quels sont tes prochains challenges sur le plan professionnel, David? Tout simplement, essayer de devenir un meilleur avocat. Voilà. Ok, ok, Et le reste devrait suivre. parfait. Ben, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je vais à nouveau te remercier infiniment pour nous avoir Merci à toi. accordé du temps dans ces journées incroyables de fous que sont celles des avocats d'affaires, notamment quand on a des avocats qui arrivent à accélérer en période de confinement. J'espère que toi aussi tu as passé un bon moment. Très bon moment. Et j'espère que tous les auditeurs du podcast en sauront un petit peu plus sur les avocats d'affaires et sur le cabinet Acléa et David Garcia, qui aurait été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup, David, à nouveau. Merci À à toi. bientôt et merci aux auditeurs également de suivre ce podcast. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.